après la Deuxième Guerre mondiale. 1944, à Filengue, on a collecté du miel, farine de maïs, farine de mil, tissage. Lisez les mémoires de Kazende, ou bien approchez-vous du professeur Fermont, il va vous dire les villes françaises que les villes nigériennes ont parrainées après la Deuxième Guerre mondiale. On va nous traiter de mendiants, nous qui avons parrainé en 1940 et quelques des villes françaises auxquelles on a amené l'assistance alimentaire. C'est des faits historiques qui sont là. Personne ne peut les camoufler. Vous avez beau les camoufler, on lit et on découvre et on vous dit. Le Niger n'est pas rien. Et nous sommes convaincus que nous ferons face de façon victorieuse avec la détermination qui nous caractérise à opposer une résistance à toute tentative et à anticiper également à travers les moyens qui sont les nôtres pour toute organisation dont l'objectif sera de troubler la quiétude des Nigériens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au Palais de la Présidence où nous avons l'honneur d'avoir un entretien exclusif avec le président de la République sur la vie de la nation. Avec le chef de l'État, nous allons aborder les grands sujets d'actualité se rapportant notamment à la défense et sécurité, à la mobilisation générale, à la gouvernance et à la justice, à notre confédération AES, aux relations entre le Niger et plusieurs pays du continent africain en particulier. Monsieur le Président, bonsoir. Et merci de nous accorder votre précieux temps et merci surtout de nous donner l'occasion d'échanger avec vous sur les préoccupations des Nigériens. Mais avant les thèmes que je viens d'annoncer, permettez, Monsieur le Président, un mot sur la tournée à l'intérieur du pays que vous avez effectuée en octobre et novembre qui vient de s'achever. Quels sont vos constats et quels sentiments vous animent plus précisément et de façon succincte? Dans quel état se trouve notre pays? Qu'est-ce qu'il faut retenir de la tournée? Avez-vous le sentiment d'une mission bien accomplie relativement aux objectifs que vous étiez fixés? Ensuite, quel enseignement avez-vous tiré de cette tournée pour ainsi mieux prendre en charge les préoccupations des Nigériens qui vous ont par milliers réservé un accueil historique? C'est vraiment du jamais vu dans l'histoire du Niger, tant la mobilisation et la ferveur étaient exceptionnelles. Monsieur le Président, pour revenir à nos sujets annoncés, commençons par la préoccupation première des Nigériens, à savoir la défense et sécurité. Question, Monsieur le Président, nous avons incontestablement vécu une certaine accalmie avant les événements survenus à l'aéroport de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. S'agit-il d'un acte isolé ou bien un acte annonciateur d'une certaine résurgence du terrorisme qui va cibler nos principaux sites stratégiques, y compris Niamey? Monsieur le Président, que s'est-il réellement passé et quel enseignement devons-nous tirer? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois de plus de nous retrouver et d'échanger sur la situation, la vie de la nation. Utilisons cette grâce pour féliciter nos forces de défense et de sécurité, féliciter le peuple résilient. À tous nos martyrs, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde sa rahama. À nos blessés, qu'il leur accorde un prompt rétablissement. À nous, qu'il a béni, qu'il nous donne la force et le courage de continuer le combat. Un combat dont nous sommes sûrs, une seule issue s'offre à nous, c'est la victoire, Inch'Allah. Pour revenir à la tournée dont vous avez fait mention, effectivement, du 4 octobre 2025, nous avons initié une tournée en 2 phases à l'intérieur de notre pays.
Cette tournée a pour objectif essentiel de voir le degré d'adhésion et de prise de conscience de l'ensemble des Nigériens par rapport aux défis qui nous sont opposés. Cette tournée a commencé par la région de Tillabéri, si vous vous rappelez bien, où nous étions du 4 au 5, le 4 à Tillabéri ville même, ensuite le 5 à Terra. C'est une tournée qui nous a permis, dans cette première phase, de prendre, comme je l'ai dit, contact avec les Nigériens, de confirmer leurs préoccupations, puisque nous savons déjà quelles sont les principales préoccupations de l'ensemble des Nigériens, de voir physiquement et de visu quels sont les problèmes qui s'opposent à l'ensemble du peuple nigérien, particulièrement la région de Tillabéri qui était la première phase. Nous avons conduit des rapports avec les forces de défense et de sécurité pour leur porter un message de félicitations, mais également un message de sensibilisation, car nous savons ceux à qui nous avons affaire et nous sommes conscients de la capacité de ceux qui sont en face de nous d'utiliser tous les moyens, même abjects, pour nous soumettre. Donc, il fallait que les forces de défense et de sécurité soient sensibilisées pour faire face à tout type de menaces autres que les menaces auxquelles elles sont habituées, c'est-à-dire la confrontation avec les mercenaires. Nous avons également conduit un entretien à la tribune de Tillabéri, entretien au cours duquel nous avons décliné les 4 axes de notre vision pour notre pays et nous avons également, à travers des audiences, collecté, recensé les préoccupations de la population de Tillabéri. Nous avions fait une feuille de route que nous avons confortée avant de continuer sur Terra le lendemain 5 octobre. Arrivé à Terra, c'est un parcours en temps normal de 2 heures. Nous avions mis toute une journée. Toute une journée, non seulement par rapport à l'accueil à Terra comme à Tillabéri qui nous a été réservé et pour lequel nous étions par devoir moral de marcher pour saluer la population qui était sortie massivement pour nous accueillir, mais également lié à l'état de la route Farié-Terra. Je ne dirais pas la route, peut-être la piste Farié-Terra. À Terra également, nous avons tenu un rapport pour nous adresser aux forces de défense et de sécurité, les féliciter pour les sacrifices consentis, les féliciter pour le dévouement avec lequel ils servent leur patrie et les féliciter et les encourager également avec une prière particulière à nos martyrs et à toute leur famille, la grande famille nigérienne. Nous avions effectivement conduit un autre meeting à Terra. Nous avons recensé des préoccupations auxquelles nous avons tenu à apporter des réponses immédiates. Ce qui se passe est actuellement visible sur le terrain. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus.
Après Terra, nous étions rentrés à Niamey vers 22h pour nous préparer pour la deuxième phase de la tournée dans l'ensemble de nos 8 régions. C'est ainsi que le 8 novembre, nous avions quitté pour Dosso. Dosso où nous avions tout le long du parcours été accueillis par des foules immenses. Dosso que nous avions traversé puisque l'objectif était d'aller jusqu'à Gaïa en passant par le camp Agali où nous avions également tenu un rapport avec les forces de défense et de sécurité. Avant de continuer également à Gaïa, où nous avions une fois de plus conduit un entretien avec la population sortie nombreuse pour nous accueillir, ensuite nous écouter. Je ne ferai pas la genèse des déplacements dans les villes parce que après Dosso, c'était Tawa. Vous avez vu effectivement ce que vous avez vu sur l'itinéraire entre Dosso et Tawa, le meeting à Tawa, l'entretien avec les populations, les forces de défense et de sécurité, de nuit, avant de continuer sur Agadez, là également, et toujours par voie routière, il faut le préciser, et c'est ce qui fait la différence. Sur Agadez, de Agadez, nous étions partis à Arlit Assamaka, retour sur Arlit, nuit sur place, pour continuer le lendemain 670 km environ sur Zender. Nous avions atteint Zender vers 1h30 du matin. Tawa, c'était vers minuit. 1h30 du matin, nous avions trouvé, et sur notre itinéraire de Arlit, Agadez, Aderbisenet, Tanout, Zender, 1h30, des foules immenses, des populations mobilisées à minuit, 1h30 du matin. Nous avions également conduit le rapport avec les forces de défense et de sécurité de la zone numéro 3 de Zender, suivi de l'entretien avec la population au stade de Zender, là on dit. Après, nous avions continué sur Maradi. Maradi également, où l'accueil sur tout notre passage était un accueil de grand jour. Jusqu'à Maradi ville, où nous étions arrivés vers 22h. Une foule immense. Le jour de notre arrivée et le lendemain, où nous avions également tenu un rapport avec les forces de défense et de sécurité au PC de la zone 6 de Maradi, suivi de la visite de Giratawa, un site d'aménagement hydro-agricole, comme vous le savez, l'importance que nous accordons à l'autosuffisance alimentaire. De Giratawa, nous étions revenus à l'arène de Maradi, qui était pleine, où nous avions retrouvé peut-être le nombre de 10 000 ou moins, mais si nous avions trouvé ce nombre dans l'arène, ce qui était à l'extérieur était le triple, ce qui dénote également de la mobilisation que nous avons observée. Après Maradi, nous étions repartis sur Zender pour continuer à Difa. Là également, sur tout l'itinéraire, Maradi, Zender, Bouré,
Gouré, en passant par Goudou-Maria où nous avions passé la nuit, Goudou-Maria, Maïné, Difa, c'était la même mobilisation que nous avons observée. Le peuple nigérien est sorti et il nous a transmis un message. Le peuple nigérien est debout. Le peuple nigérien est plus que jamais déterminé à poursuivre le combat de la dignité, le combat de la souveraineté. Plus que nous avons vu un peuple prêt au combat, un peuple résilient et pour lequel la résilience dont il a fait preuve jusqu'alors n'est que le symptôme de ce qu'il est capable d'accomplir. Et par rapport à tout ce que nous avons observé, nous avons recensé et tiré des conclusions. Ces conclusions sont celles que je venais de dire, un peuple résilient, déterminé, digne, debout et prêt pour la lutte. Seule la lutte libère. Le peuple nigérien l'a compris et il sait que seule la lutte libère. Nous avons appliqué depuis 1958 des stratégies qui nous ont toujours maintenus sous la domination, qu'elle soit politique, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit de défense, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit économique. Le peuple nigérien a compris qu'une voie est possible et cette voie, c'est celle que nous proposons à l'ensemble des Nigériens et nous avons trouvé un peuple qui a accepté cette proposition et qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Nous avons, comme je l'ai dit, pris des préoccupations auxquelles nous nous sommes attelés à donner des réponses. Pour ce qui est de la région de Tillabéri, c'est déjà en cours. Pour ce qui est des autres régions, notamment les grandes préoccupations de la région de Dosso, c'est la création, comme vous vous rappelez, la mise en œuvre de ce projet de la grande raffinerie, le complexe pétrochimique, le port sec de Dosso, l'aéroport de Dosso, qui sont des projets, peut-être certains vont dire des projets irréalisables, mais nous sommes sûrs, Inch'Allah, ces projets seront réalisés. Mais nous prendrons le temps pour que, au moment où ces projets seront réalisés, que l'intérêt national, l'intérêt du peuple nigérien ne soit pas méconnu. C'est ce qui nous pousse à prendre tout ce temps, je l'ai dit à Dosso, pour réaliser ce que nous allons réaliser. À Tawa, les préoccupations sont également les mêmes, l'emploi, mais en plus de l'emploi, il y a le domaine de la santé où ils ont souhaité qu'il y ait un hôpital de référence à l'image de Maradi et de Niamey. Nous avons vu, nous n'avions pas besoin que l'on nous dise, la route Tsarnawa-Tawa était totalement dégradée. C'était une préoccupation également des populations. Ensuite, les aménagements hydro-agricoles, créateurs d'emplois et d'autosuffisance alimentaire. Sur ces différents points, d'autres ont démarré, d'autres sont toujours en étude, puisque, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs. C'est les mêmes préoccupations que nous avions trouvées à Agadez, avec toujours l'emploi, la sécurité, qui est valable pour toutes les autres régions, même si je n'en ai pas parlé, et
également l'emploi des jeunes, des infrastructures, puisque nous avions vu la route Tabalak-Maïroua à Balak, 85 km, mais c'est toute une demi-journée. Nous avions vu la route à Balak en allant vers Tamaya. Là également, c'était tout un calvaire où par moment nous étions contraints de débarquer, de marcher sur des centaines de mètres, pour ne pas dire des kilomètres, et ne pas me soumettre à la foudre de ceux qui observent et qui attendent la moindre faille. Donc nous avons par moment marché des centaines de mètres, non seulement pour rendre la politesse à la population qui nous attendait, pour certains depuis 6 heures du matin, pour d'autres depuis 7 heures ou 8 heures, pour nous voir passer peut-être vers midi, 13 heures, 14 heures ou plus tard. À Agadez, nous avons également recensé les mêmes préoccupations et que la population de la région d'Agadez sache que tout ce que nous avons recensé, Inch'Allah, sera réalisé. C'est la même chose pour Arlit à Samaka, où la route Agadez-Arlit est inexistante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, la route en chantier, Arlit à Samaka jusqu'à la position la plus extrême qu'on appelle communément Dune. Nous avons tenu à passer sur toutes ces positions pour nous adresser aux forces de défense et de sécurité qui accomplissent un travail merveilleux et qui se sacrifient pour leur pays, voir les préoccupations de nos populations. À Asamaka, nous avions trouvé une situation terrible. Les élèves de l'école primaire de Asamaka, ça c'est juste un petit exemple. Pour l'examen du certificat de fin d'études, naviguent sur Azumit une distance de 374 km pour rejoindre Ingal et passer leur examen de fin d'études. Le diplôme obtenu, ils arrêtent leur scolarité parce qu'il n'y avait pas de collège à Asamaka. Ils n'avaient pas de tuteur à Ingal. Alors que Arlit, qui se trouve à moins de 200 km, ou 120 km de route goudronnée, pouvait permettre à ces jeunes Nigériens d'aller passer leur examen en toute sécurité, sans risque de se perdre dans le désert. Pire, nous avions trouvé 6 classes inoccupées qui pouvaient servir de collège aux élèves qui auront réussi à leur certificat d'études primaires. Étant avec la ministre de l'Éducation, nous lui avons fait part de cette préoccupation. Avant que nous ne rentrions à Zander, l'arrêté a été pris, le CEG a été créé, le directeur et tout l'encadrement désigné pour vous dire des aberrations qu'on ne peut imaginer que sur place. Ces mêmes types de préoccupations qui pouvaient avoir la solution immédiate ont été recensés dans toutes les autres régions que nous avions visitées. Pour celles auxquelles nous pouvions apporter des réponses immédiates comme le CEG de Asamaka, des réponses immédiates ont été apportées. Pour ces préoccupations qui méritent d'analyse profonde, d'analyse dont la décision qui sera prise
ne laisse place à aucun travers. Ces analyses-là sont posées et ces décisions seront prises, comme je l'ai dit, dans l'intérêt général du peuple nigérien. Nous sommes réconfortés de ce que nous avons vu. Nous sortons réconfortés de cette tournée. Nous sortons réconfortés de l'état d'acceptation de la lutte par le peuple nigérien, et ceci nous convainc davantage que nous sommes sur la bonne voie et Inch'Allah, nous allons réussir tous ensemble et malgré l'adversité sauvage et mesquine. Voilà ce que je retire de cette grande tournée au cours de laquelle nous avions parcouru 4083 km à véhicule et à pied, comme je l'ai dit. Et nous tirons une conclusion également. Le chant des oiseaux de mauvaise augure qui répandent sur toutes les ondes que le Niger est un pays rouge. Le Niger est un pays à feu et à sang. Nous avions parcouru 4083 km de l'est à l'ouest de notre pays, du sud au nord de notre pays, sans que le moindre incident ne soit enregistré. Ceci est la preuve que le peuple est debout et que les forces de défense et de sécurité sont prêtes. Elles l'étaient déjà parce qu'elles avaient pris conscience que la lutte incombe à elles et non à quelques forces étrangères. Voilà les conclusions que nous tirons de cette tournée. Pour faire la transition vers votre question relativement à la situation sécuritaire, Oui. je crois que ce que j'ai dit vous donne une idée. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que l'adversité sauvage est en face de nous. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani et de la base aérienne 101 n'est pas en dehors d'un processus que les forces néocoloniales, particulièrement les forces françaises, à travers tout leur démembrement, les forces spéciales, les services et les forces de façon générale, sous la direction d'Emmanuel Macron, a envers notre pays. Ce n'est un secret pour personne. Notre arrivée a créé une situation d'inimitié ouverte entre Macron et nous. Et malheureusement, il a pu entraîner dans cette haine viscérale certains pays européens pour lesquels nous sommes amenés à nous poser des questions. Sont-ils aveugles? Sont-ils sourds? N'ont-ils pas observé ce que la France a fait depuis 1850 pour certains, 1880, 98, jusqu'à date pour d'autres sur nos territoires. L'attaque de l'aéroport est inscrite dans un agenda de déstabilisation maladive. Macron a pris un engagement avant son départ qu'il fera tout
pour renverser le régime nigérien qui a osé choisir la voie de l'indépendance, la voie de la souveraineté, la voie de la bonne gouvernance, la voie de l'autosuffisance à travers un développement des bases de production pour une souveraineté économique. La voie courageuse des réformes sociales que nous avions initiées. Il ne fallait pas que nous réussissions et c'est le combat auquel Emmanuel Macron et ses sbires nous livrent. Malheureusement, avec l'accompagnement de certains chefs d'État de notre sous-région et d'ailleurs. L'attaque de l'aéroport, nous avons suivi les préparatifs depuis avril 2025. Du 26 au 28 avril, nous avions suivi, et j'ai eu à le dire, mais malheureusement, certains Nigériens ne retiennent pas ce que nous disons ici pour sonner l'alerte. Nous le faisons parce que nous savons que c'est ensemble que nous pouvons remporter ce combat. Du 26 au 28 avril, à travers les services français, les services, quand je dis les services, c'est la DGSE, c'est les forces spéciales, avaient inondé les mercenaires de la rive droite, donc du Gourma, dans la zone Liptako-Gourma, en armement, en moyens financiers et en tout type d'équipement militaire pour nous déstabiliser. Il n'y a pas que le Niger. Le Mali était dans le viseur. Le Burkina Faso était dans le viseur. Si vous avez suivi, c'est dans l'euphorie de la réception de ces moyens, armements, roulants, financiers et matériels de toute nature que la tentative d'incursion de Namaro avait eu lieu. Vous vous rappelez la correction que ces éléments-là ont reçue. Suite à cette correction que nous leur avons infligée, et surtout à l'initiative, parce que je l'ai dit, c'est l'euphorie de la réception de ce matériel mis en place par la France qui a poussé ces mercenaires-là à s'aventurer. Ils ont été recadrés. Certains ont été relevés de leur commandement parce qu'ils leur avaient donné des consignes fermes. Le signal, c'est aux Français de donner le signal de l'attaque. Donc nous suivons au jour le jour jusqu'au 15 juillet 2025 où 5 agents français s'étaient réunis à côté à Yablé. Yablé, c'est à une quarantaine, je crois, de kilomètres de Namaro. C'est un site aurifère. Renseignez-vous auprès des orpailleurs, vous saurez de quoi je parle. Donc, du 15 au 19, ils s'étaient réunis. Au cours de cette réunion, il était décidé d'attaquer l'aéroport international Diori Hamani. Ce n'était pas l'EIGS, ce n'était pas le JINIM, c'était un conglomérat de mercenaires que les Français ont financé et nous connaissons le montant du financement. Ce conglomérat, dont la réunion de cadrage avait eu lieu du 15 au 19 juillet 2025 à Yablé, avait reçu pour mission d'attaquer fin décembre 2025. Il faut suivre ce que font
les services français pour comprendre leur psychologie, pour comprendre leur mentalité. Vous vous rappelez, à travers certains laquais, notamment le site Ingade, mais malheureusement, un site que c'est justement des services français qui l'animent, mais qui communiquent les éléments à ce malfrat pour les porter à la connaissance des Nigériens et du monde entier. Et ça, il faut que les Nigériens le sachent. Ils avaient, si vous vous rappelez, lui et un certain Barou Shekaro, mis sur leur site que le général Tchani s'est affolé et il a convoqué une réunion parce qu'il a appris que l'aéroport sera attaqué. Mais c'était des projets qui ont été développés à Yablé du 15 au 19 juillet. Ce n'est pas des chimères. Ce qu'ils disent, c'est réellement leur intention. Nous, Nigériens, nous avons eu l'occasion ou les occasions multiples de savoir que ces gens disent par anticipation ce qu'ils ont déjà ordonné de faire. C'est les dispositions que nous prenons qui font que ces gens sont obligés de reporter. Mais aucun dispositif n'est parfait. Bien sûr. Qu'on me dise une seule capitale au monde qui n'a pas fait l'objet d'attaques terroristes ou d'attaques de grands bandits. La France, c'est Paris leur capitale, j'espère. Bien sûr. Allez-y voir. De mars 2013 à novembre 2024, la France a enregistré 53 attaques terroristes. De ces 53 attaques terroristes, 80% sont conduites à Paris. Donc, aucun dispositif n'est parfait. Ils sont prompts à dire que nous sommes des incapables. Mais si nous sommes des incapables, peut-être c'est parce que nous sommes des bons élèves, puisque c'est d'eux que nous avons hérité cette incapacité. Et justement, c'est cette incapacité que nous voulons écarter de notre vision. C'est cette incapacité que nous voulons amener le peuple nigérien à comprendre que ce n'est pas la bonne voie, la voie des incapables, que Dieu nous en préserve. Vous vous rappelez Bataclan, vous vous rappelez le site de Charlie Hebdo, Oui. vous vous rappelez le stade où France. le président français était au stade quand des attaques simultanées ont été conduites à Paris. 7 attaques la même nuit. À Bataclan, c'est 91 victimes. 91 en moins de 30 minutes. Donc, ces gens qui crient à notre incapacité, peut-être qu'elle est héréditaire, et quand je dis héréditaire, pas nigérienne, elle est française. C'est pour vous dire, en parlant sérieusement, qu'aucun dispositif n'est hermétique. Aucun dispositif n'est infaillible. Nous apprenons, nous Nigériens, de nos failles et nous les corrigeons. Nous avions appris, et ça grâce à notre formation, à anticiper. Parce que dans chaque opération, nous avions appris. Nous avons appris à prévoir l'imprévu. Mais nous ne sommes pas naïfs et c'est pourquoi chaque fois que nous concevons une opération, il y a un taux d'attrition que nous calculons. Rien n'est facile, rien n'est parfait. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani, je l'ai dit le 29
a bénéficié de la collaboration des pays que j'ai cités et particulièrement des présidents de ces pays que j'ai cités. C'est une attaque qui a regroupé du moto des mercenaires de GSIM ou GENIM comme vous voulez, 10 motos plus un véhicule de l'EIGS et 20 motos du mouvement Boko Haram, son aile ISWAP, qui a élu domicile dans la zone de Sokoto-Katsina, Kébi, Zamfara, et que nous avions en son temps alerté les autorités nigérianes. Ce sont ces groupes qui ont été recensés par les pays que j'avais cités, parce que si vous participez financièrement, pour nous, vous participez en connaissance. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. 200 millions pour les préparatifs, 100 millions pour revendiquer. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours ces gens, vous comprendrez quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'EIGS a revendiqué. Mais nous savons aller au-delà de lignes, parce que nous avons les moyens d'aller au-delà de lignes. Pour qu'il revendique, il a bénéficié de 100 millions cash de francs CFA. C'est en ce temps qu'il est parti revendiquer. Et même cette revendication au forceps a été motivée par mon intervention le 29 janvier 2026 à la base aérienne 101. Il fallait démentir une évidence et il fallait trouver le bouc émissaire au coût de centaines de millions, et ce bouc émissaire a été l'EIGS. Je maintiens, je persiste, et les Nigériens doivent s'en convaincre. Chaque fois que nous sortons pour dire quelque chose, nous ne le faisons pas sur un coup de tête. Nous ne le faisons pas par haine, même si la haine est la conséquence de notre sortie pour dire, pour dénoncer. Nous le disons parce que nous avons des éléments qui prouvent que ce que nous disons est vérifiable. Nous avons les écrits, nous avons les acteurs et nous avons les moyens mis à la disposition de ces mercenaires. Ils ne méritent pas une autre qualification que celle des mercenaires, et leurs sponsors ne méritent pas une autre qualification que des sponsors du terrorisme. Et c'est cette attaque qui a été conduite dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à la base aérienne 101, ensuite à l'aéroport international Diori Hamani, où ils ont mitraillé également des avions qu'ils avaient trouvés sur le tarmac. Nous avions parlé de 3 avions. Je vis les gens se précipiter pour parler de la compagnie ivoirienne. En fait, le 3e avion est un avion tchadien qui avait évacué une compatriote décédée et ramené son corps. Malheureusement, c'est cet avion-là qui a été criblé de balles, comme les 2 avions de Askai. Il ne s'agissait même pas de l'avion de Air Côte d'Ivoire. Et nous n'avons jamais parlé de Air Côte d'Ivoire, qui a reçu
tout un impact de balles perdues. Un impact de balles perdues. Donc, je le confirme ici, que cette attaque de la base aérienne et de l'aéroport international est une action commanditée par les commanditaires que j'avais cités et je persiste et signe parce que nous avons les acteurs, ce n'est pas un seul acteur, nous avons les moyens, nous avons les rencontres en amont qui ont eu lieu avec les acteurs que j'ai cités. L'attaque a été vaillamment repoussée. Bien sûr, comme je l'ai dit, la faille qui est inhérente à tout dispositif, qu'il soit nigérien ou d'autres pays, la faille a permis que cette attaque ait lieu. Mais je crois que la réponse appropriée a également réconforté l'ensemble des Nigériens que les forces de défense et de sécurité sont prêtes à relever tout défi. Les attaques ne vont pas s'arrêter. Nous avons la dernière orientation que Emmanuel Macron a donnée. Je la garde pour les services qui travaillent de pied ferme pour y faire face. Cette attaque devait être le déclenchement, comme au Mali, suite à l'attaque septembre 2024 de l'aéroport de Bamako. Ils avaient également, dans le sillage de cette attaque, mais avec un délai un peu plus long, le mois de janvier 2025, planifié des attaques simultanées qu'ils avaient continué à préciser pour les conduire dans la nuit du 1er juillet 2025 au 2. Cette attaque simultanée conduite au Mali, si vous vous rappelez. C'était le même principe qui a été retenu ici. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani devait être suivie, si elle avait réussi, de cette autre attaque qui ont été planifiées toujours par les forces françaises et les services spéciaux français. Et quand je dis services spéciaux français, vous savez de qui je parle, c'est la DGSE et leurs agents qui sont à côté au Bénin et qui sont en Côte d'Ivoire également. Donc ils avaient prévu cette attaque simultanée. Ces attaques simultanées devaient concerner Tamou, Saï, Torodi, Tera, Bankilari, Walam, Bani Bangou et Ayerou. Ces attaques devaient être la suite de l'attaque de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est le châtiment réservé aux mercenaires et la leçon donnée à leurs sponsors qui a fait interrompre cet élan, cet assaut qui était planifié. Vous avez suivi, 2 jours après, ils ont tenté une incursion à Maklondi. Là également, parce que l'objectif des mercenaires et de leurs sponsors, et particulièrement de leurs sponsors, était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne. C'était ça leur objectif. Et à partir de ça, ça allait être un boulevard parce que les forces de défense et de sécurité n'auront plus de moyens aériens pour soutenir par le feu, par le renseignement, les forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur l'ensemble de notre territoire ou qui étaient en opération au moment de l'attaque. Donc, la planification des attaques successives à l'issue
de l'attaque du 28 au 29 janvier 2026 était une planification des forces spéciales et des services français, mais nous savons avec, bien sûr, la bénédiction de leur mentor Emmanuel Macron et de ses laquais africains que j'ai cités, ouest-africains. Donc voilà ce qui s'est passé à l'attaque du 28 au 29 janvier 2026. Voilà sommairement le calendrier réservé au Niger. Et quand vous dites est-ce le prémisse à d'autres attaques, nous ne sommes jamais fait d'illusions parce que nous savons que c'est deux volontés qui se confrontent. Et nous sommes convaincus, Inch'Allah, la volonté du triomphe, la volonté de la victoire est du côté du Niger, du côté de la Confédération des États du Sahel. Nous ne pouvons, même démagogique, dire aux Nigériens qu'il n'y aura pas d'attaque. Je sais ce que je sais. Je sais les ordres qu'Emmanuel Macron a donnés. Je sais le déploiement qui a été fait. Je sais l'investissement fait. Et je sais la soumission, pour ne pas dire la servilité de certains laquais ouest-africains à aborder dans cette volonté de leur Seigneur. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala est là et il est juge. Et nous sommes convaincus que nous ferons face de façon victorieuse avec la détermination qui nous caractérise à opposer une résistance à toute tentative et à anticiper également à travers les moyens qui sont les nôtres pour toute organisation dont l'objectif sera de troubler la quiétude des Nigériens. C'est ce que je peux dire de l'attaque, sommairement, que les Nigériens soient convaincus que c'est une attaque sponsorisée, c'est une attaque qui n'a pas atteint son objectif. Nous l'avons vu, pour la première fois, les terroristes sont sortis 72 heures pour faire une revendication. Les terroristes, mieux, ont pour la première fois conduit une manœuvre. C'est là où ça nous fait rire, avec un canevas. Jour J plus 1, jour J plus 2, 20h30, nous étions derrière l'aéroport international. 20h40, allez-y, voir. Il y a 5 points, avec une trentaine de sous-points. Depuis quand les terroristes s'encombrent avec des points et des sous-points? Et ils sont partis même jusqu'à faire un nota bene. Nota bene, nous ne sommes pas venus pour l'uranium. Mais qui leur a dit que l'uranium est à la base aérienne?